Gustave Barrault. I'm sorry. Bonjour à toutes et tous, je suis ici à Luxembourg pour une réunion des ministres des Affaires étrangères européens. Nous allons aborder la situation en Ukraine où le régime de Vladimir Poutine est en échec militairement, politiquement et économiquement. Depuis 1000 jours, il n'a réussi qu'à conquérir qu'1% de la surface du territoire ukrainien. Son économie est à l'agonie, asphyxiée par l'effort de guerre en Ukraine, par les frappes ukrainiennes qui ont éteint 1/5 de la capacité de raffinage russe, et puis par les sanctions auxquelles Vladimir Poutine continue d'exposer son propre peuple. Dans ce contexte, il est utile que les autorités américaines puissent poursuivre leurs échanges et discussions avec les autorités russes, mais soyons clairs, la présence de Vladimir Poutine sur le territoire de l'Union européenne n'a de sens que si elle permet d'acter un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine a intérêt à accepter le principe d'un cessez-le-feu immédiat, car le temps joue contre lui. En effet, nous allons, dans les prochaines semaines, donner à l'Ukraine les moyens de se défendre pendant au moins 3 ans, grâce à un prêt que la Commission européenne va consentir à l'Ukraine et qui sera remboursé le moment venu, grâce aux réparations que la Russie versera à l'Ukraine. Un prêt qui permettra à l'Ukraine de se doter d'armes pour se défendre, et notamment, bien évidemment, d'armes européennes. Et puis en parallèle, nous allons poursuivre notre politique de pression sur le régime de Vladimir Poutine, avec un 19e paquet de sanctions qui sera adopté dans les prochains jours, je l'espère, qui vise notamment les infrastructures énergétiques russes et les principaux acteurs du raffinage, je pense en particulier à Rosneft ou à Gazpromneft. Et puis je proposerai aujourd'hui que nous puissions engager le travail sur un 20e paquet de sanctions qui ciblera quant à lui les acteurs, les États qui continuent directement ou indirectement à soutenir l'effort de guerre russe. D'ici là, nous allons continuer à mettre la pression sur ce que l'on appelle la flotte fantôme de la Russie, c'est-à-dire ces navires qui permettent à la Russie de continuer à exporter son pétrole en dépit des sanctions et des restrictions que nous avons décidées conjointement avec nos partenaires du G7. Nous allons entraver la circulation de ces navires après les avoir sanctionnés en partenariat avec les pays membres de la coalition des volontaires que le président de la République, le Premier ministre britannique et le chancelier allemand continuent d'animer. Nous aborderons aujourd'hui également la question de Gaza et du Proche-Orient, un mois, jour pour jour, après la réunion à New York, présidée par la France et l'Arabie saoudite, qui a ouvert la voie au plan de paix présenté par les États-Unis le 29 septembre dernier, plan de paix auquel la France entend bien prendre toute sa part. Je déplore les violations récentes du cessez-le-feu avec les frappes israéliennes à Gaza qui faisaient suite à des attaques contre les soldats. Toutes les parties doivent respecter strictement les engagements qu'elles ont pris au terme de l'accord signé la semaine dernière à Sharm el-Sheikh. Le Hamas, quant à lui, doit cesser les violences exercées contre les civils et restituer l'ensemble des dépouilles des derniers otages qui étaient détenus à Gaza. Dans l'immédiat, nous devons nous concentrer sur l'accès massif de l'aide humanitaire à Gaza et sur la sécurité. Sur l'accès massif de l'aide humanitaire à Gaza, tous les points de passage doivent désormais être ouverts. L'Europe se tient prête d'ailleurs à les sécuriser puisqu'elle est déjà présente au travers de sa mission EUBAM Rafah sur l'un de ces points de passage. Et je proposerai que nous puissions renforcer cette mission pour qu'elle puisse prendre toute sa part non seulement à la sécurisation des passages des personnes, mais aussi des biens qui doivent arriver en masse à Gaza pour soulager les souffrances des populations palestiniennes. Et puis sur la sécurité, il est essentiel que le comité d'administration prévu par le plan de prêt du président Trump puisse être installé à Gaza de manière à ce que la police palestinienne puisse se déployer. Là encore, je proposerai que la mission EUPOL COPS, qui aujourd'hui contribue en Cisjordanie à la formation des policiers palestiniens, puisse se déployer à Gaza et dans les pays environnants pour pouvoir former les policiers palestiniens, pour pouvoir soutenir les réformes que nous attendons de l'autorité palestinienne et pour pouvoir préparer le processus indispensable de désarmement du Hamas.
Je veux par ailleurs me féliciter de 2 avancées majeures sous l'impulsion française qui concourent à l'autonomie stratégique de l'Europe, à notre indépendance, avec d'abord l'accord trouvé sur le programme dit EDIP de développement de l'industrie de défense européenne. C'est un programme majeur qui va permettre de concevoir, de produire et d'acheter des armes européennes en sacralisant le principe de préférence européenne auquel nous sommes très attachés. Et je veux saluer le travail des parlementaires français, Nathalie Loiseau, Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy, qui ont joué un rôle très important pour que cet accord puisse être trouvé il y a quelques jours. Et puis me féliciter également de la proposition mise sur la table par Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission européenne il y a quelques jours, pour protéger l'industrie sidérurgique européenne contre la concurrence déloyale, avec des quotas, avec des droits de douane allant jusqu'à 50% à l'entrée de l'Union européenne, pour faire en sorte que cette industrie, qui est majeure et dont nous devons conserver la maîtrise, puisse être préservée à l'avenir. Vous le voyez, l'Europe se réveille, elle prend en main son propre destin et grâce à ces réalisations majeures, elle s'approche de son autonomie stratégique.